Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023, il est 11h30, il est 10h30 plutôt. Et on est ensemble jusqu'à 11h30, voilà, une heure de direct où nous allons parler du cancer du sein. Un mois dédié au cancer du sein, c'est le mois d'Octobre Rose, dédié à la lutte qui implique aussi bien la sensibilisation que le dépistage. Les rubriques s'y intéressent aussi. Wisher avec Wahida Selmchif reviendra sur l'historique d'Octobre Rose et Samira Hadjamar dans sa rubrique Pêle-mêle nous parlera des événements et activités initiés pour Octobre Rose 2023. Voilà le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, on parle d'Octobre Rose. Oui, Octobre Rose parce que c'est nécessaire. Octobre Rose parce que c'est une question de vie ou de mort. Octobre Rose parce qu'en 2022, 15 000 nouveaux cas ont été recensés. Parce que les hommes sont aussi concernés. C'est l'affaire de tous et on en parle aujourd'hui. On en parlera en tout cas pendant tout le mois d'octobre dans l'émission Ma famille, ma vie, que ce soit dans les débats ou dans les rubriques. Le thème du jour est le suivant, Octobre Rose, ensemble contre le cancer. Si vous voulez participer à l'émission, nous poser des questions, témoigner, une seule chose à faire, nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Dr Lamia Yassef. Vous êtes sous-directrice des programmes de soins à la Direction générale des services de santé, ministère de la Santé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous nos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Avec nous aussi Dr Boubaker Mouhibeddine, vous êtes secrétaire national de l'association El Fajr. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. D'abord je remercie Canal Algérie de l'invitation, d'avoir invité notre association, l'association El Fajr, qui a été la première association à s'occuper et à accompagner le malade atteint de cancer. Nous existons depuis 1989. Très bien. Depuis 1989, vous actionnez justement sur le terrain pendant toute l'année, pas uniquement pendant le mois d'octobre. Non, vous savez, faire des campagnes comme ça, ponctuelles, événementielles, etc., ça a des limites. Par contre, quand on fait ça durant toute l'année, c'est là où on peut faire un dépistage, un diagnostic précoce et donc essayer, disons, de combattre ce terrible fléau qu'est la maladie cancéreuse. Exactement, qui touche de plus en plus de femmes. Les hommes sont concernés, même si beaucoup d'hommes ne le savent pas aussi. Beaucoup d'hommes aussi, enfin, le pourcentage est minime en comparaison avec les femmes, mais eux aussi sont concernés. Alors, docteur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le dépistage précoce, surtout du cancer du sein, est crucial ? Oui, merci pour votre question. D'ailleurs, je vous remercie encore, je réitère mon remerciement à Canal Algérie de nous avoir donné cette occasion pour éclairer, informer, sensibiliser nos concitoyens pour aller se dépister, parce que le dépistage, pourquoi? C'est à la recherche des cellules du cancer en infraclinique. Pourquoi on dit infraclinique? Il faut qu'on explique clair à nos téléspectateurs. Infraclinique, c'est-à-dire un dépistage sur un cliché de mammographie, c'est-à-dire on va aller chercher le point qu'on va retrouver sur un cliché, parce que la maladie, elle évolue dans 8 ans. C'est-à-dire, sur un cliché, c'est là où on va commencer, notre décision thérapeutique va être pointue et va être efficace. Mais laissez-moi expliquer au moins à nos chers téléspectateurs, c'est quoi un cancer? Un cancer, c'est quoi? C'est une maladie de la cellule. Il faut savoir, vous, Madame la journaliste, Monsieur le président de l'association El Fajr, le secrétaire de l'association El Fajr, nos chers téléspectateurs, que le corps est constitué de cellules. Ces cellules vivent en harmonie. Elles s'agglutinent, elles donnent un tissu. Ce tissu donne un organe. Alors, Dieu a bien fait les choses.
Ces cellules vivent dans une harmonie dans le corps. Parfois, ces cellules deviennent folles. Mais heureusement, on a un système immunitaire qui met les choses dans l'ordre. Il est là, il vient, il tue cette cellule et il remet les choses dans l'ordre. Mais la cellule cancéreuse, je dirais que c'est une cellule entre guillemets maligne. Elle arrive à déjouer ce système immunitaire et elle fait des dégâts, elle évolue, elle devient un cancer et elle échappe à tout système immunitaire. C'est pour ça les recherches actuellement, ils virent vers l'immunologie pour renforcer le système immunitaire. Cette cellule, cette cellule maligne n'est vue qu'au microscope. C'est pour ça que le diagnostic se fait sur un microscope, une lecture. Donc, je conseille toutes les femmes algériennes d'aller se faire dépister pour aller chercher cette cellule en amont de la maladie qui évolue dans 8 ans. Donc, chercher cette cellule pour aller traiter rapidement et être efficace dans les traitements. Faire, on va dire, une analyse pour savoir si on est prédisposé au cancer. Est-ce que c'est possible? Non. On n'est pas arrivé. Non. La science est arrivée à ce point. Très bien. La question dont vous parlez, parce que la plupart des femmes vous disent que c'est un cancer familial. Laissez-moi vous dire que le cancer familial n'est à un pourcentage que 5 à 10% des cas. Donc les cancers héréditaires, c'est-à-dire dans la cellule, etc., c'est un cancer génétique, ça on fait appel à l'oncogénétique, etc. Excusez-moi d'utiliser ces mots parce qu'ils sont scientifiques. Donc nos chers téléspectateurs doivent savoir que les cancers familiaux n'ont qu'un pourcentage que de 10%. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc sur 9 cas de cancer détectés, sur 9 cas sur 10, on trouvera une pathologie bénigne. Donc tout nodule, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Donc, mais il faut aller se dépister avant que le cancer arrive. Et c'est l'action aussi des associations pour justement sensibiliser et prévenir et pour dire qu'il faut aller se dépister. C'est ce que vous faites en tout cas sur le terrain. Oui. Actuellement, tout à l'heure je vous avais dit, nous étions contre les campagnes ponctuelles. Cela dit, comme c'est une journée internationale, c'est un mois international, tous nos bureaux, entre parenthèses, nous avons 16 bureaux, 10 bureaux de wilaya et 6 locaux. Actuellement, ils sont sur le pied de guerre. Faire des campagnes de sensibilisation, ça c'est un premier volet, faire des campagnes de diagnostic précoce avec des conventions, soit avec les EPSP, et donc avec le corps médical, soit avec des centres d'imagerie, lesquels centres d'imagerie font des tarifs préférentiels pour les mammographies. Non. Donc nous profitons et nous sommes, disons, un peu partout. Je donne un petit exemple. Alger, par exemple, les grands centres tels que Ardis, tels que le Jardin d'Essai, tels que le Uno, etc., nous avons nos chapiteaux, nous avons nos équipes composées de médecins, etc., et nous avons des salles où on peut faire de la consultation pour les femmes qui le veulent, et nous orientons vers les centres de mammographie. Ça permet un petit peu de faire de la découverte. À un stade précoce, comme disait madame, le cancer du sein, ça l'a été dit, peut se guérir, n'est pas mortel à une condition. Qu'il soit pris à temps. Qu'il soit pris en charge. À titre anecdotique, je me rappelle d'une malade qui était suivie en France, et le professeur là-bas, madame, chez nous, on ne meurt plus du cancer du sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diagnostic est fait de façon très précoce, comme disait le docteur. Mais souvent aussi, les personnes qui sont atteintes ont peur justement de ce diagnostic, ont peur d'aller vers les spécialistes. Et j'en connais autour de moi, ils ont peur justement de ce diagnostic. Beaucoup se disent, je préfère rester dans l'ignorance,
Il faut le dire la vérité, ça arrive aussi, on a aussi peur de ça, oui. C'est une contrainte. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait associer nos efforts, aussi bien les médias, les associations, les structures étatiques. L'éducation à l'école aussi, on devrait... Voilà. Etc. Bon, pour un petit peu faire de la sensibilisation à longueur d'année. Oui. Et un petit peu rassurer la patiente, pas la malade, la patiente. Dire que de toutes les façons, si on ne fait rien, c'est une maladie, comme disait Dr Yassef, qui va évoluer lentement, mais elle va évoluer. Oui. Autant savoir maintenant ce que j'ai, et là, je vais éviter la chirurgie vraiment... la prise en charge qui risque d'être lourde. Voilà. Bon. Donc il faut axer tous les efforts vers justement ces efforts de sensibilisation. D'accord. Et justement, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Fria El Hamdi qui nous parle de sensibilisation. Elle est partie à la rencontre d'une association en principe. C'est tout de suite. Dans le cadre de la sensibilisation, le centre hospitalo-universitaire de Bab el-Oued a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur le dépistage et la prise en charge du cancer du sein. Nous faisons des dépistages pour toutes les femmes qui ont plus de 40 ans et même on essaye de discuter un peu pour avancer ce dépistage à 35 ans parce qu'en Algérie, nous avons quand même la plus grande série mondiale de cancer du sein et grossesse. Ça veut dire que nos femmes font des cancers très jeunes. Donc, on va essayer de faire très tôt. Beaucoup pensent que la mammographie n'est pas nécessaire chez les femmes qui sont jeunes, parce que c'est un sein qui est dense. Beaucoup de gynécologues leur disent que ça ne sert à rien. En fait, non. Il y a des lésions qu'on peut voir qu'à la mammographie et même sur des seins denses. Notre participation en tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est de prendre en charge la douleur pendant l'anesthésie sur le plan anesthésique. C'est de prendre en charge évidemment l'anesthésie. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles techniques. On n'endort plus le malade complètement, mais on fait de l'anesthésie loco-régionale. C'est une anesthésie qui a d'un grand intérêt parce qu'elle permettrait très probablement de diminuer le risque de métastase. La médecine nucléaire a toujours été un des piliers de la prise en charge des néoplasies en général et le cancer du sein en particulier. Donc elle intervient à un stade précoce, c'est-à-dire déjà pas au stade de dépistage, mais après, donc pour poser le diagnostic, surtout à la recherche de localisation secondaire en matière de scintigraphie osseuse. Mais ces dernières années, on veut arriver de nouvelles technologies, notamment le PET scan, qui a amélioré encore la précision et l'exactitude des diagnostics. Les chirurgiens oncologues ont comme préoccupation de minimiser les risques des séquelles esthétiques, fonctionnelles et psychologiques. Pour la femme, ils proposent et utilisent les techniques les plus récentes et les plus appropriées. Professeur Karima Achour nous en parle. Ça se fait dans notre service qui est la chirurgie thoracique. Nous sommes amenés à faire énormément de construction pariétale pour des tumeurs, pour des métastases et tout. Et donc depuis 3 ans, nous avons un peu élargi nos actions, à savoir que nous faisons directement le geste curateur et reconstruction immédiate. Surtout qu'on a des patients de plus en plus jeunes, elles ont 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ce n'est plus les vieilles dames de 80 ans, maintenant non, elles sont très jeunes. Et là d'ailleurs, hier, nous avons une patiente de plus de 70 ans qui voulait se reconstruire. Ça nous a fait énormément plaisir. Chaque année, ces femmes qui découvrent qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein subissent des fois une ablation, bénéficient d'une reconstruction mammaire au CHU Bab el-Oued pour retrouver le sein auquel elles ont dû renoncer. Pour vaincre la maladie, ces femmes peuvent choisir entre plusieurs techniques. Je fais appel aux patientes pour qu'elles se prennent en charge par elles-mêmes. Ceci veut dire que les femmes qui ont plus de 40 ans, il faut qu'elles consultent sans même qu'elles aient quoi que ce soit pour aller faire cette mammographie de dépistage. Par cette mammographie, elle peut être révélatrice de pas mal de choses. Il ne faut pas attendre que la malade ait une boule qui dépasse l'entendement pour qu'elle consulte, pour qu'elle s'inquiète. Faites-vous dépister, on ne cessera jamais de répéter que le dépistage peut sauver des vies.
Oui, le dépistage peut sauver des vies. On l'a vu dans le reportage qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, 25 ans, 30 ans, alors qu'avant on n'en parlait pas. Il y a une explication à cela, docteur? Et effectivement, je remercie le reportage et Madame Hamidi quand elle dit on ne cessera jamais d'en parler. Oui, chaque année on va en parler, on en parlera encore et encore. Pourquoi? Parce que on a vu, si on revient à la prise en charge du cancer il y a 30 ans, on n'en parlait pas, c'était tabou et même la prise en charge nous pose des problèmes, etc. Mais heureusement, les autorités sanitaires ont mis des moyens. Maintenant, on a des cas qu'on a et on prend en charge nos patients. Ça reste aussi le problème de dépistage qui est toujours au ralenti. Au ralenti. Laissez-moi vous donner juste des chiffres comme ça, que vous sauriez pourquoi, et je reviendrai vers la question. Et il faut savoir que le cancer du sein est un problème de santé publique en Algérie. Pourquoi? Les chiffres sont en augmentant. Nous sommes, selon les dernières déclarations, nous sommes à 15 000 nouveaux cas par an. Et pourquoi c'est un problème de santé publique? Pourquoi? Parce qu'il tue. Tout simplement, c'est la première cause de mortalité chez la femme en Algérie. Et il faut savoir que la Méditerranée a tendance à avoir les femmes ont tendance à avoir un cancer jeune. Très jeune même. L'âge moyen estimé pour l'Algérie, l'âge médian, on va dire, c'est 47 ans. Ça reste quand même un âge très jeune, 47 ans. Et pourquoi on dit aux femmes, allez-y, vous dépistez avant 40 ans? Je vous ai dit tout à l'heure, en infraclinique, c'est-à-dire, il met 7 ans, 8 ans pour se développer ce cancer. Donc, les chiffres actuels de l'Algérie, on connaît 30% de cas de cancer chez la femme, moins de 40 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, c'est, 30% de cas. Et 12% de cas de cancer chez la femme, moins de 30 ans. Vous allez me dire pourquoi? Oui. Eh bien, l'OMS, elle le dit. Nous avons tendance à l'occidentalisation. Le mode de vie a changé. Nous mangeons n'importe quoi. La sédentarité, l'obésité. L'obésité est connue en Algérie. On fait moins de sport, on mange n'importe quoi. Aussi, il faut savoir que le cancer du sein, c'est un cancer hormonodépendant. Est-ce que je peux rentrer dans les facteurs de risque? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, les facteurs de risque connus pour le cancer, c'est l'âge. L'âge est connu pour tous les cancers. Il y a aussi la puberté. La puberté actuelle, nous avons des filles qui font leurs règles avant 11 ans. Justement. Il y a aussi la ménopause. La ménopause actuelle, il y a des femmes qui font de la ménopause pas du tout, tardive. À 55 ans. Donc, cette fenêtre oestrogénique pose problème pour les femmes algériennes. Elle les expose au cancer, parce que c'est un cancer hormonodépendant. Il y a aussi les mariages tardifs, la vie sociale, les mariages tardifs après 35 ans. L'allaitement, qui est de moins en moins... Très bien, l'allaitement, les femmes n'allaitent plus. Il y a aussi l'indice de fécondité. Les femmes ne font plus d'enfants. Font à peu près 2, pas plus, 3 enfants. Tout ça, tous ces facteurs influent sur la survenue du cancer chez la femme. Aussi, il y a l'obésité, le facteur d'obésité. Ils sont bleurés. Ça, c'est les études, c'est les scientifiques qui le disent. Il y a une enzyme qui fait que les graisses redeviennent des hormones œstrogéniques. Et c'est ça qui fait provoquer le cancer chez la femme. D'accord. Voilà. Et aussi des facteurs extérieurs. Tout à fait. Voilà. Alors, Pierre, merci de me rappeler pour les facteurs extérieurs. En plus des facteurs endogènes, c'est-à-dire l'exposition aux œstrogènes du corps, etc., il y a les facteurs exogènes. Les femmes préfèrent la pilule, par exemple. Aussi, les traitements de jouvence. Arrivée à la ménopause, les femmes vous disent, moi je ne veux pas vieillir. Elles prennent des hormones, et ça, additivement aux hormones internes du corps, donc tous ces facteurs vont influer la survenue du cancer. La cigarette aussi?
On le dit, on le redit à chaque fois, même la cigarette électronique, c'est mauvais pour la santé. La mauvaise alimentation, tout ce qu'on mange en ce moment est ultra transformé et ça commence dès le jeune âge. Notre mode de vie a changé, on devrait revenir justement à un mode de vie plus sain, le mode de vie de nos ancêtres. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a, si vous permettez, on a parlé aussi de l'utilisation immodérée des déodorants. Oui. Il semblerait. Bon, à un certain moment, on disait justement parce qu'ils contenaient de l'aluminium. Qui contiennent de sel d'aluminium pourraient, en traversant la paroi cutanée, la peau, provoquer à moyen terme une dysplasie d'abord, ensuite une néoplasie du sein. Est-ce qu'il y a eu des études sérieuses prouvant que l'utilisation des déodorants avec des sels d'aluminium pouvait engendrer un cancer du sein, ou alors c'est juste un fake news? La science évolue, donc à chaque fois ils font des recherches, c'est pour ça, c'est le but des recherches, etc. Il y a aussi, on parle des perturbateurs endocriniens qui peuvent provoquer le cancer. Donc tout ça, c'est le remaniement de la recherche. Il faut aller vers ces recherches et faire le mode de vie influe négativement sur la santé des femmes, c'est clair. Alors aujourd'hui, on est en train de parler du cancer du sein, on est en train de parler d'Octobre Rose. Moi, pour la lutte justement contre cette maladie, si vous voulez participer à l'émission, vous voulez nous poser des questions ou témoigner, une seule chose à faire, nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, quels sont les signes qui devraient alerter toutes les femmes, mais les hommes aussi? Vous le dites aussi, vous avez même des prospectus que vous partagez à chaque fois, que vous distribuez à chaque fois pour alerter un petit peu, pour parler de l'autopalpation et tout ça, pour éduquer justement la population par rapport à ça dans votre association. C'est-à-dire que le minimum, c'est apprendre à la jeune femme cette autopalpation. Nous distribuons des flyers, nous avons des petits films comme ça pour vulgariser c'est une technique très simple. Chaque mois, à la fin des menstrues, la femme devrait, et ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça fait partie un petit peu du diagnostic précoce. Combien même cette femme va se tromper, par peur, ou là, elle va trouver, il y a une boule, etc. Parlez-en à votre médecin. Même si c'est juste un amagré, le médecin saura faire la différence. Mais au moins, elle aura fait ce premier pas. Et notre vœu le plus cher, c'est que ça devienne un réflexe. Tout comme à la fin des menstrues, il y a un bain, et juste après le bain, une autopalpation, nous, avec des schémas, etc., c'est très explicite. Ça, c'est déjà un premier pas vers le diagnostic précoce qui est très important. Oui. Moi, j'aimerais rebondir sur les chiffres énoncés par Dr Yassef. Il y a quelques années, c'était 10 000, ensuite 12 000, ensuite 13 000, maintenant 15 000. C'est vraiment exponentiel. Oui. Ma question est la suivante. Est-ce que par hasard, ce n'est pas parce que nous faisons du diagnostic précoce que ce chiffre est élevé, ou alors ce sont des cas avérés? Parce que le chiffre en lui-même, il pourrait être positif, entre guillemets, c'est-à-dire je fais beaucoup de découvertes, mais ce sont des découvertes très précoces, donc qui seront bien pris en charge, donc on va éviter la mortalité. Est-ce que c'est ça, ces chiffres-là qui... Alors, sincèrement, vous posez une question qui revient le plus dans les débats en France, en Algérie, dans les plateaux télé. À chaque fois, on repose cette question par rapport aux chiffres exponentiels qui augmentent à chaque fois. Il faut dire que c'est une augmentation exponentielle dans le monde, y compris l'Algérie. C'est vrai, peut-être parce qu'on dépiste le plus, etc. Mais une réalité... Le mode de vie qui a changé fait que les pathologies actuelles sont en augmentant, pas uniquement le cancer, mais le cancer, il est plus alarmant et qui nous inquiète. Est-ce que ça a en relation avec le dépistage ou pas? Il est là, les chiffres sont là.
c'est un chiffre qui augmente. C'est par rapport au dépistage où là, ils sont là. Point. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Voilà. Il faut essayer de le prendre en charge. Ce n'est pas du tout évident aussi. C'est clair. C'est clair. Bon. C'est clair. Comment on peut, les signes justement, l'autopalpation, d'accord, mais il y a d'autres signes qui devraient nous alerter en tant que femme ou homme. Très bien. À la question que vous avez posée précédemment et celle-ci, donc je voulais juste apporter une précision. Il faut savoir qu'il y a 3 types de diagnostics et de dépistage. Il y a le dépistage que la femme fait elle-même chez elle, après ses règles, une semaine après, donc elle s'auto-palpe, etc. Il faut que la femme, il faut le dire, là c'est le but de la sensibilisation. La femme doit connaître son corps, elle doit connaître ses seins. C'est-à-dire quand on lui dit, mets-toi devant un miroir et regarde-toi, c'est-à-dire elle le fait tout le temps, parce que c'est quoi? Je vais anticiper sur la deuxième question. Quand il y a une augmentation du volume du sein, elle doit s'inquiéter. Quand il y a une couleur qui n'est pas habituelle à son sein, elle doit s'alerter. Quand il y a un mamelon qui coule par une sérosité ou bien du sang, elle doit s'inquiéter. Quand il y a une peau d'orange, comme la peau d'orange, vous prenez une peau d'orange, vous la trouvez sur la peau, il faut qu'elle s'alerte. Quand il y a un mamelon qui est dévié, qui n'est pas pointé comme il se doit, il est dévié à gauche ou à droite ou rétracté vers l'intérieur, elle doit s'alerter. Ça, c'est l'autopalpation que la femme fait chez elle. Il y a aussi l'examen, je parle du diagnostic et le dépistage, il y a aussi un diagnostic qui se fait chez le médecin, c'est-à-dire, on a l'habitude, il faut avoir cette habitude d'aller voir le médecin, même si je ne suis pas malade. C'est ça le but du dépistage, c'est aller voir, consulter votre médecin de famille et grâce au système national de santé, il est tel qu'il est, mais il nous a mis des structures à côté de chez nous, des EPSP. Et on a des médecins qui travaillent H24, des médecins qui... Allez-y, embêtez-les, malèche, embêtez-les. Allez-y les voir. Madame, chauffez-les mon sang. Donc, il y a ce dépistage que le médecin doit consulter. Donc, il palpe, il voit des choses. Le médecin, il va s'alerter parce qu'il a un bagage, un background scientifique. Donc, il connaîtra quelque chose d'anormal. Là, c'est le deuxième des femmes qu'on fait. Il y a le dépistage qu'on a toujours voulu le faire, qui est le dépistage organisé. Et alhamdoulilah, bon, je vais vous dire, le ministère de la Santé, il est ici. Vous savez, le nerf d'une guerre, c'est l'argent. Et puis depuis 2021, on a mobilisé effectivement le fonds cancer. Inch'Allah, à partir de 2022, il va y avoir des dépistages. On a choisi, la direction de la prévention a choisi des zones pilotes. On mettra des mammographies et c'est là que va commencer le dépistage organisé. Voilà. Des mammographies mobiles. Mammographies mobiles ou sur des lieux où ça va être lancé le dépistage organisé. Voilà à peu près les diagnostics. Mais si grâce aux médias que je salue, grâce aux efforts des associations que je salue, grâce au ministère de la Santé que je salue aussi, que nous saluons aussi, donc ces campagnes, la maladie c'est la prévention, il faut le dire. Vous avez posé la question des chiffres, les chiffres on va les vaincre grâce à la prévention. Donc la prévention, il faut faire beaucoup de prévention, c'est-à-dire quand on va lancer des messages. Si on prend le cancer il y a quelques années et aujourd'hui, les femmes, il y a les réseaux sociaux qui font leur travail. Donc elles sont plus sensibles, les femmes. Avant c'était tabou. Mais maintenant, elles vont faire leur mammographie, elles cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est grâce à ces mammographies qu'on a des chiffres qui augmentent. Voilà à peu près tout le réseau qui se fait sur le terrain. Justement, comment pouvez-vous, en tant qu'association, encourager les femmes à surmonter la peur? La peur, l'appréhension liée au dépistage, parce que beaucoup ont peur de découvrir quelque chose ou se doutent qu'il y a quelque chose, donc elles ont peur et se disent « je ne préfère pas savoir ». Comment les encourager à dépasser cette peur, justement? Il faut beaucoup parler, il faut faire des... Oui, non, ça c'est clair. C'est surtout tabler sur la sensibilisation permanente. C'est-à-dire longueur d'année, profiter lorsque, disons, nous, on reçoit au niveau de nos différents bureaux, entre parenthèses, nous avons 10 bureaux de wilaya et 6 bureaux locaux.
profiter, parce que très souvent, la patiente est accompagnée. Oui. Il ne faut pas hésiter à lancer le message à l'accompagnatrice. Parce que, bon, c'est déjà ça. Parce que lorsque l'idée commence un petit peu à germer, la patiente va se poser des questions, etc. Et donc, il y a une petite prise de conscience. À titre anecdotique, j'ai fait toute ma carrière au niveau d'un service de médecine du travail. Vous savez, le service de médecine du travail, nous voyons l'employé, quel qu'il soit, une fois par an. D'accord ? Bon. Personnellement, j'avais en charge une banque. Mon service m'a détaché vers une banque. Donc, je convoquais les employés et lorsqu'il s'agissait du personnel féminin, quand je terminais ma consultation, qui était bien codifiée, etc., il y a un dossier établi par le ministère de la Santé, je parlais de deux choses, la mammographie et le frottis. Madame, voilà. Et je vais la voir dans un an. Et vous ne pouvez pas savoir ma joie lorsque cette même dame va venir me voir. Docteur, j'ai fait ma mammo, j'ai fait mon frottis, il n'y a rien, alhamdoulilah. Oh, bon. Et petit à petit, je me suis amusé à faire une petite étude. La banque que je prenais en charge, il y avait à peu près 250 personnes de sexe féminin. Et à la fin de ma carrière, j'étais agréablement surpris. Je voyais que le personnel féminin, maintenant, la mammographie, addirha chaque année, le frottis taha, addirha chaque année, et ça permet de prévenir, de faire justement ces diagnostics précoces, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut profiter. Docteur Yassef a dit la chose suivante. Nous avons d'abord un pays continent et nous avons la chance d'avoir pratiquement une infrastructure qui couvre pratiquement tout le territoire. Cela dit, je reste persuadé que le diagnostic de cette maladie, puisqu'on parle du cancer du sein, ne peut se faire qu'avec le médecin généraliste, c'est-à-dire le médecin de proximité. C'est lui qui est le plus proche. Ce n'est pas l'oncologue. L'oncologue, le chirurgien, il faut revenir au médecin de famille parce que ça s'est perdu aussi. C'est absolument impératif. Si on veut bien faire. Et je pense qu'il y a des efforts dans ce sens. Dans ce sens, exactement. Maintenant, il faudrait peut-être réfléchir à une formation de ces médecins généralistes, un petit module de cancérologie ou la haja, voilà. Et voilà, profitez. Quand j'ai une femme, palpation. واش مدام درتي الفروتي تاعك ولا لا non شوفي ديريها ولك وتروحي. Et c'est lui qui va être disons le guide. Parce que le gros problème actuellement au niveau de l'annonce, c'est horrible. À la belle comme il y a des groupes de parole que nous faisons au niveau de chaque bureau, ce sont des malades que nous regroupons. Nous faisons telle sorte qu'il y ait de nouvelles malades et d'anciennes. Pourquoi ? Parce que les nouvelles, il faut se mettre à leur place. Il faut les rassurer, elles ont peur. On vient de leur annoncer qu'elles ont un cancer du sein وتبدا تسمع الجاره من هامليك حنا هذه عندها 10 سنين هذه عندها 15 سنه ملي الاخر وهاي كيفاش هذه باتونت etc. Quelque part sur le plan psychologique, voilà. C'est très encourageant. La prise en charge psychologique est importante aussi. Absolument, oui. absolument. Et donc, تبدا تكون عندها le moral, etc. Parce que ça aussi, c'est une conviction personnelle. Avoir le moral, combattre la maladie, il y a de très fortes chances pour guérir. Et si on n'a pas le moral, parce que l'être humain, c'est un tout. C'est l'ham, aqal, etc. Donc on ne peut pas. Sincèrement, vous me rappelez la phrase que l'OMS dit la santé est un état de bien-être moral et physique. Donc on ne peut être physiquement bien si on n'a pas un bon moral. Et merci de nous rappeler aussi pour l'Algérie qui gagne sur le cancer du col, qui recule actuellement, et grâce
aux établissements de santé publique, c'est là où on fait le dépistage du cancer du col à travers les frottis, etc. Il y a un dispositif qui est mis en place depuis des années, qui réussit en Algérie. Ça, c'est une réussite pour l'Algérie que je salue et merci de nous faire rappeler ça. Aussi, et ce sont des médecins généralistes, tout à fait, très souvent. Tout à fait. Les qui font les screeners, frottis. d'ailleurs, les screeners et les frottis, ils ont eu des formations, ils ont été formés, et donc c'est une réussite pour l'Algérie. Aussi, vous parlez de la relation médecin-malade. Rappelez-moi, laissez-moi vous dire que le soutien psychologique est très très important, mais laissez-moi juste une précision, vous expliquer une précision. Oui. Vous savez, la communication, c'est un art. Oui. Et les études de médecine, on ne nous a jamais appris à faire de la communication. Vous demander justement l'annonce, comment se fait cette annonce. Donc vous avez rappelé le médecin de famille. Ce médecin de famille qui a tissé des liens, de part, c'est un médecin du papa, de la maman, de l'enfant, etc., etc. Il est dans l'intimité. Il est dans l'intimité. Ça, il saura choisir les mots selon le patient qu'il est en train de suivre. Donc c'est une relation de confiance. Exactement. Il y a eu un établissement de relations de confiance sans pour autant avoir des études auparavant. C'est pour ça, les études de médecine, il y a une réforme dans les études de médecine où il va y avoir un module de communication avec le malade pour traiter tous ces aspects de communication, de l'annonce, etc., etc. Mais dans le plan cancer, ils ont prévu un module pour les psychologues, c'est-à-dire dans la prise en charge psychologique du malade cancéreux. Mais nous nous attelons à travailler sur ce sujet, mais ça reste encore un sujet c'est toujours le médecin qui annonce au malade sa maladie. Mais croyez-moi, c'est affreux, c'est terrible. C'est pas annoncé correctement. Voilà, pas annoncé correctement. Alors on arrive à la fin de la première partie. C'est vrai que ce n'est jamais assez pour en parler. On en reparlera encore une fois dans d'autres émissions. Inch'Allah, merci encore pour votre participation. Alors docteur Lamia Yassef, vous êtes sous-directrice des programmes de soins à la Direction générale des services de la santé au ministère de la Santé. Merci d'avoir participé. Avec plaisir. Docteur Boubacar Mouhibeddine, vous êtes secrétaire national de l'association El Fijr. Merci pour votre participation. On vous retrouve au niveau du jardin d'essai, au niveau du centre Ardis, de Uno, City Center. Ça, c'est pour plus les entreprises qui nous sollicitent pour leur personnel féminin. Très bien. Si je peux me permettre. Rapidement. Oui. Vous savez, l'association, ça a été grâce à deux femmes, Allah yarhamhum fi jumatu, wahda technicienne en santé, wahda chirurgienne dentiste. Madame Rabhi, Allah yarhamha, Tata Mimi, on l'appelait Tata Mimi, et docteur Yousfen Aïcha, qui était chirurgien dentiste, qui étaient amis et qui se sont perdus de vue 20 ans et qui se sont retrouvés à Villejuif, Fizouj, pour la même pathologie. Et Tata Mimi, Allah yarhamha, elle a écrit un poème qu'elle a intitulé Tandem. Elle a dit la chose suivante: pendant 20 ans, perdus de vue, à Villejuif, nous nous sommes revus. Toutes deux atteintes du même mal, et cela semble presque normal. Le cancer au même endroit, l'un au sein gauche, l'autre au sein droit. Nous subissons le même traitement, avec, en complément de la chirurgie et de la radiothérapie, une cure d'immunothérapie. Il faut aller guérir à tout prix, pour qu'un travail soit entrepris en faveur des cancéreux, afin qu'ils soient moins malheureux, réunissant quelques bonnes volontés en 88, vers la fin de l'été, un projet de grande envergure s'avéra être de bon augure, car faisant fi des tergiversations, il vit naître El Fijr, notre association. C'est-à-dire, elles étaient hospitalisées, au Khamou, l'association, qui دخلوا à Pierre et Marie Curie, il y avait du beau linge à l'époque, tous les profs, etc., etc. Et il y a eu la création de cette association depuis 89 qui continue. Longue vie à cette association. Merci encore pour tout ce que vous faites. Et je remercie aussi tous les bureaux qui sont en train de faire un travail magnifique. Fihad Octobre Rose, partout, sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national. Et je demanderai aux bienfaiteurs
d'aider cette association parce qu'elle est sur le terrain, parce qu'il y a des bénévoles qui s'adonnent à cette association. Et merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie de l'émission. Retour sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie. Aujourd'hui, on parle justement de sensibilisation, on parle d'Octobre Rose et on va commencer tout de suite avec les rubriques. Elles sont là, elles sont présentes avec nous. Alors, Wahida Salmcheif, bonjour. Bonjour Monia. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, avec toi, dans WeShare, on va parler de l'histoire d'Octobre Rose. Exactement. Quand est-ce que ça a commencé et pourquoi avoir choisi la couleur rose et surtout le ruban qui l'a inventé. D'accord, très bien. Et bonjour Sabine Al-Hajjamal. Bonjour à tous. Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pêle-mêle, aujourd'hui, on parle? On parle aussi d'Octobre Rose, bien sûr, et des événements, campagnes, journées, activités qui sont organisées tout au long du mois. Oui, du mois d'octobre. Et pendant tout le mois d'octobre, ta rubrique pêle-mêle coïncidera avec Octobre Rose. Parce que Octobre Rose, c'est pas un jour, c'est pas un mois. On va essayer d'en parler un peu plus. Très bien. Et on commence tout de suite avec WeShare et Wahida Salmcheif. Alors, Octobre Rose, quand est-ce que ça a commencé? Dis-nous tout, Wahida. En fait, chaque année au mois d'octobre, on voit souvent des rubans roses qui sont un peu installés et placés un peu partout. Mais on se pose la question, c'est qui a eu l'idée d'inventer l'événement? Et du coup, souvent, on n'a pas cette réponse. Donc, je vais vous dire aujourd'hui que le mois d'Octobre Rose a été mis en place depuis 1985 par l'American Cancer Society
aux États-Unis. Donc c'était une entreprise de recherche, elle voulait faire de la sensibilisation, donc ils ont créé l'événement. Au lieu de le faire en une journée parce que c'est insuffisant pour transmettre le message et sensibiliser toutes les femmes de la planète ou du pays, déjà on commence d'abord par le pays qui a initié l'initiative. Donc ça, une journée, c'est insuffisant. Donc ils ont choisi tout le mois d'octobre pour le faire. Même si aujourd'hui on l'a dit et on le dira jamais assez, un mois ce n'est jamais suffisant, Exactement. il faut en parler tout le temps. Oui, justement, on va en parler. Donc l'objectif de cette campagne est de promouvoir le dépistage précoce du cancer du sein, encourager les femmes à réaliser des mammographies régulières et de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein. Donc la campagne d'Octobre Rose est désormais observée dans tous les pays du monde. Donc, ouais, ça a commencé dans un pays et puis les autres... Ça s'est généralisé. Tout simplement, ils se sont inspirés, ils se sont dit pourquoi pas, nous aussi on est concernés, donc tout le monde est concerné. Là, on va passer au ruban rose que vous portez aujourd'hui. Donc par rapport au ruban rose, qui a eu l'idée à ton avis? Exactement, le ruban rose, le ruban rouge existait déjà. Voilà. Donc on a choisi le ruban rose, couleur féminine. Exactement. D'abord, c'est devenu un symbole international à partir, c'était en 92 à partir de deux femmes. En fait, ces deux femmes, elles ont eu l'idée. Une, c'était une grande rédactrice-chef d'un magazine international et la deuxième, c'était une vice-présidente d'une grosse boîte qui fait des produits cosmétiques. Donc, elles se sentaient concernées, se sentent concernées. Donc, elles se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour promouvoir la sensibilisation et sensibiliser beaucoup plus de femmes. Elles ont offert dans leur boutique, là où elle faisait la distribution de ces magazines, donc elle offrait des rubans roses, et la deuxième, lorsque elle avait plus de 300 boutiques à travers le monde, donc au lieu d'écrire juste un petit message, elle offrait des petits rubans en signe de solidarité. Et on va dire pourquoi, je vais expliquer pourquoi. Donc pourquoi la couleur rose, tout simplement? C'est une couleur féminine, c'est une couleur qui est très apaisante, mais aussi elle est douce. Ça représente la douceur féminine, tout simplement. Donc c'est pour aussi représenter la lutte contre le cancer. Donc c'est généralement le rose, c'est une couleur féminine. Pourquoi le cancer du sein, il affecte plus de femmes que d'hommes, même s'ils sont concernés. Voilà, même si les hommes ils sont concernés, mais malheureusement, c'est les chiffres qui disent ça, c'est les femmes qui sont plus concernées par rapport aux hommes. Voilà, donc le choix de cette couleur est devenu un symbole au niveau international. C'est une couleur douce qui rassure et comme la maladie est quand même assez violente, donc on va dire que le rose va nous apaiser. Exactement. Et il joue un rôle crucial parce que souvent on se dit oui, un ruban rose, est-ce que je vais le porter juste durant le mois d'octobre? Je le porte, non, je vais faire plaisir à ma copine ou bien un membre de ma famille qui a le cancer pour lui faire plaisir, pour lui montrer ou lui prouver que je suis en train de le soutenir. Ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il faut savoir qu'il a un message très important et très touchant aussi. D'abord, c'est la visibilité et la reconnaissance. Donc déjà, si je croise une personne qui ne connaît pas la signification du ruban rose, je peux lui expliquer. D'autres personnes qui sont atteintes, elles vont se dire « Ah, certainement, elle doit connaître et maîtriser le sujet. Je vais peut-être avoir des idées, échanger et parler avec une personne qui peut me comprendre. » Deuxième point, c'est que par exemple, moi j'ai envie de faire un don, mais je ne sais pas à qui le donner ou vers quelle association le donner. Donc si je vois le ruban rose, je vais dire « Ah tiens, c'est vrai, pourquoi pas ?» Et je viendrai vers toi te demander comment je peux faire un don pour la recherche concernant le cancer. Il y a aussi le rappel constant, parce que c'est vrai que en ce moment, moi, je conseille à tous ceux qui veulent avoir un ruban, c'est de l'acheter chez des associations et non pas l'avoir gratuitement. Parce qu'en l'achetant, on contribue d'une manière directe à la recherche, donc pour aider l'association pour différentes activités qu'elles vont faire tout au long de l'année. Parce que les associations, pour la sensibilisation, ils ont besoin de budget, ils ont besoin d'argent pour pouvoir réaliser plein de projets. Il vaut mieux acheter des petits rubans pour les soutenir. Et tout simplement, si je vais le garder, je ne vais pas juste le porter au mois d'octobre, donc je pourrais le porter tout au long de l'année si j'ai envie de prouver voilà, mon soutien. Voilà. Très bien. C'est tout. Je voulais pas faire beaucoup pour pas trop, parce que je sais que c'est un peu lourd, c'est un sujet qui est très lourd et sensible. Et on aura le temps d'y revenir pendant tout le mois d'octobre et peut-être même pendant toute l'année, parce qu'on sensibilise pendant toute l'année. Merci Wahida Salim Chérif pour sa rubrique Wichel. Et tout de suite, nous passons à la rubrique de Samira Hadj Amar pêle-mêle, juste après ceci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'activités et d'événements initiés pour cet Octobre Rose 2023. Alors comment participer à Octobre Rose?
Alors, d'abord, qui peut participer? Tout le monde peut participer. On peut participer de plusieurs manières. On peut décider de devenir bénévole, participer à une activité qui est organisée près de chez nous, à proximité, ou parce qu'on en a entendu parler, on peut aller dans des associations comme au Croissant Rouge, devenir bénévole simplement. On peut inviter ses proches à faire un dépistage précoce. On en parle, il y a des femmes dans la famille, des jeunes filles, on peut les inciter à aller faire le dépistage, surtout quand il y a déjà un cas dans la famille, quand on a un membre de la famille qui est touché, oui. Voilà, une grand-mère, une arrière-grand-mère, pour éviter c'est génétique, donc héréditaire. Voilà, héréditaire. Donc, voilà. Expliquer le plan de dépistage. Et là, il faut bien sûr faire appel à un professionnel, à un médecin en général. Soutenir des actions organisées, des activités, des journées, des campagnes, des opérations, en devenant simplement mécène ou sponsor. Les entreprises le font. Il y en a beaucoup en Algérie, elles l'ont fait. De grandes entreprises pour aider, donc soit financièrement, soit en apportant par exemple de l'eau ou des choses, payer l'affichage, voilà. On peut cultiver de l'empathie, et l'empathie, il faut la cultiver toute l'année en fait, et envers tout le monde, en allant rendre visite à des malades, au personnel médical, aux associations. On peut apporter des petites choses, des petits cadeaux, des gâteaux. Important, le soutien psychologique voilà, aussi. Ils le font, il y a beaucoup de gens qui le font, surtout pendant l'Aïd, pendant les jours fériés, les jours de célébration. Alors, quels sont les efforts consentis en Algérie, justement? Alors, l'Algérie, comme à l'instar des pays du monde, organise énormément d'événements, déploie énormément d'événements, que ce soit les pouvoirs publics ou encore le privé, la société civile ou le simple citoyen. Alors, je vais peut-être faire un peu pas beaucoup d'endroits, mais je vais en citer quelques-uns. Alors d'abord, tout le monde passe au rose. Si on a remarqué dans la rue... il y a du rose partout, on le voit en image. On le voit en image, des douches malades. Chaque année, c'est des ballons, c'est des enseignes. Les pharmacies colorent leur exactement, il y a des rubans partout. Rose. Et puis, ils passent des petits messages pour rappeler. Ne serait-ce que c'est un rappel visuel. Donc la mémoire enregistre. Et du moins, ceux qui ne sont pas au courant vont poser la question pour savoir ce qui se passe. Alors, je vais peut-être commencer par une association qui est à Alger, à Sidi Mohamed. C'est l'association Badr qui a organisé cette année pour la 12e année consécutive, donc des journées de sensibilisation, de mobilisation, de dépistage du cancer du sein. Alors, ils sont passés par le biais des médias, mais aussi par des conférences. Je ne sais pas si on peut... Il y a des images, il y a des images et des actions de proximité. Cette année, cette association a proposé, mais je suis certaine que ce n'est pas la seule, de faire un conventionnement avec des centres d'imagerie médicale pour des mammographies à tarif réduit, voire gratuit. Et il y a eu effectivement des centres d'imagerie et des laboratoires qui ont proposé des réductions. On a l'image à... Oui, voilà, 40% de réduction. Oui. Voilà, pour l'échographie mammaire, c'est passé à 2000 dinars. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens de payer, donc ça aide. Il y a eu des réductions en réalité de moins de 10% jusqu'à 50% et voire plus quand ce n'est pas gratuit. Oui. La consultation est gratuite dans pas mal que ce soit dans le privé ou étatique. Oui. Plusieurs dispensaires, centres, cliniques, tout ce qui est... Voilà. Alors, à Oran, d'abord Tlemcen, exactement. À Tlemcen, je trouve ça très intéressant. Il y a eu une campagne de prévention organisée par l'université. L'université donc a plusieurs pôles qui la composent et elle a invité les étudiants ou les étudiantes à se rapprocher des centres médicaux de chaque pôle. Donc ils peuvent aller faire une consultation ou simplement discuter. Se renseigner, voilà, c'est déjà ça. Pour voir. On peut même aller se renseigner pour un proche qui n'ose pas faire le premier pas ou qui a trop peur de faire le premier pas, prendre le maximum d'informations et aller essayer de sensibiliser. J'avais oublié pour l'empathie, il y a aussi la famille du malade qui en a besoin d'empathie parce que le malade est soutenu par sa famille et c'est tout un bouleversement dans le champ familial. Voilà, donc Tlemcen, très bien, l'université à Oran. À Oran, à Oran et spécialement à Bousfel, ils ont pris l'habitude maintenant d'organiser chaque année une caravane qui sillonne 47 zones d'ombre.
Donc les gens qui ne sont pas dans, c'est hors urbain, quoi. D'accord. Voilà, hors centre. C'est une opération donc initiée par la direction de la santé et de la population. Il y a 2 clinos mobiles équipés d'échographes, de box pour effectuer. Alors là, c'est encore plus intéressant. Ça sillonne toute la wilaya d'Oran. C'est pas spécialement pour le dépistage du cancer du sein, mais aussi pour celui du col de l'utérus. Oui. Voilà. Exactement, Et c'est aussi important. il y a beaucoup d'associations qui le font. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils touchent aussi les administrations publiques et privées. Ils font la même chose aussi dans la wilaya de Wahran. Voilà. Et on revient à la capitale. D'abord, je précise que pour la caravane 2002 à Oran, ils ont pu dépister 2 cancers de sein et un seul de l'utérus, grâce à cette caravane. Donc c'est important. Donc c'est de façon précoce. À Alger, les biologistes, c'est pour le 14, donc samedi, ils organisent une journée d'information et de sensibilisation au centre culturel de la rue L'Arbé Ben Mehdi. Voilà, c'est juste en face du métro. C'est le 14, il faut y aller. Et il y a aussi... Alors, le 14, c'est ce samedi. Voilà. C'est samedi 14 octobre. Et il y a, je ne sais pas si tu as vu @pinkmove DZ. DZ. Oui, Pink pour Rose. Pour Rose. Donc on associe, c'est la CEPA en fait, c'est l'association des pharmaciens. Exactement, voilà. En partenariat avec Sparte, qui sont Spartacus, très actifs, voilà, qui organise une course rose à Bouchaoui. Très bien. On a le programme, je ne sais pas si Rafiqa, elle peut le... Il y a beaucoup de choses, il y a même des cadeaux qui sont... Mais c'est surtout pour une action de solidarité, de soutien. De soutien, ils ont beaucoup d'admiration pour toutes les femmes. Leur concept, c'est ça, leur engagement, ils l'ont signé pour toutes ces femmes qui luttent et qui combattent la maladie et qui restent fortes. Voilà. On a donc, pour résumer, des réductions conséquentes pour les consultations et des consultations gratuites de prévues tout au long du mois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même, c'est-à-dire pour les spas, les coiffures, les salons de coiffure... Parce qu'on a aussi, les femmes ont aussi besoin de bien-être. Voilà. C'est pas aller se coiffer ou se couper les cheveux et tout ça, c'est pas juste pour faire joli, c'est aussi pour se faire du bien, se détendre et penser à autre chose. Exactement. Voilà. Il y en a qui proposent les perruques. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement... On va y revenir aussi dans l'émission pendant ce mois d'Octobre Rose, oui. Alors, les esthéticiennes, les salons de coiffure, il suffit juste d'aller sur les réseaux, donc soit Instagram ou Facebook, et on va trouver énormément de réductions proposées aux femmes. Il y a des randonnées aussi qui sont organisées spécialement pour les femmes. C'est en rose, on a une affiche. Je sais pas, si, les affiches passent. Voilà. Et donc, c'est pour Shreha, c'est aussi pour la semaine prochaine. C'est des randonnées faciles, donc adaptées aux personnes atteintes de... Mais ça fait du bien. Bien sûr. On respire et c'est la nature. Ça fait du bien au moral et quand ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la santé aussi. Donc faites-vous du bien. Et le conseil que je vous donnerai, les filles, c'est d'aller consulter. On en parle, d'accord, mais on devrait nous aussi donner l'exemple. On devrait aller aussi consulter, on devrait aussi aller participer, se faire dépister et tout ça. Et aux téléspectateurs aussi, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va découvrir parce que plus tôt on découvre la maladie et plus on a de chances de la vaincre, la maladie. Oui. Donc voilà, c'était Ma famille, ma vie. Oui. Aujourd'hui, on a parlé d'Octobre Rose. Et c'est fini aujourd'hui. Au revoir les filles. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Merci à tous. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi matin à 10h30 en direct comme toujours. Au revoir.